Énergie. Crise énergétique. Nucléaire. Énergie renouvelable. Solaire. Hydraulique. Biologique. Psychique. Manque d'énergie. Trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne-Laure Ganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par... Alors, je suis Christophe Ancet, je suis professeur d'hydraulique et de mécanique des fluides à l'EPFL. Alors, je suis barragiste de formation. J'ai fait des études d'hydraulique, mais surtout centrées sur les barrages. Et puis ensuite, j'ai bifurqué sur tout ce qui était études des dangers naturels dans un contexte de montagne, donc toujours avec en regard des problématiques de barrage, mais plus sur la partie écoulement sur des fortes pentes. Donc, quels sont ces risques en montagne qui vous intéressent tout particulièrement et qui sont liés donc à l'hydraulique ? Alors, moi, je m'intéresse à des risques qu'on appelle gravitaires, donc tout ce qui est risque sur des pentes, donc ça va concerner beaucoup de choses en montagne. Donc, je m'intéresse aux avalanches, aux crues torrentielles, sous différentes formes. Donc, la forme la plus connue, c'est les crues avec charriage, donc c'est-à-dire que la matière solide qui est transportée par les rivières, mais également des formes moins connues qui sont les laves torrentielles, qui sont un problème majeur en vallée. Donc, l'approche hydraulique, c'est qu'essentiellement, on va chercher à caractériser les vitesses d'écoulement, les hauteurs, jusqu'où ça peut arriver, les fréquences d'occurrence. Donc, on essaye d'appliquer les outils qui ont été développés au 19e, début du 20e siècle dans l'hydraulique des rivières, l'appliquer dans un contexte de montagne, donc sur tout ce qui est écoulement. Donc, pas uniquement de l'eau, ça peut être de la neige, eau plus grain, grain tout seul. Donc, c'est assez varié. Avec vous, Christophe Ancet, on va parler donc d'énergie hydraulique. Comment ça marche ? Alors, l'énergie hydraulique, si on regarde juste l'aspect production d'électricité, il y a deux façons, deux styles ou deux types d'ouvrages. On a des ouvrages qui seront les barrages d'accumulation, où donc l'idée c'est de stocker de l'eau, et après c'est le même principe. Donc si vous lâchez une particule, l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Donc la bille va rouler le long de la pente, et puis au bout d'un moment, elle va acquérir une certaine vitesse. Là, c'est la même chose, donc c'est avec de l'eau. On stocke de l'eau en altitude, on fait s'écouler, on turbine l'eau, et donc cette eau fait tourner, au bout de quelques centaines de mètres de dénivelé, fait tourner une turbine, et on produit de l'électricité. Donc ça, c'est le principe de tous les grands barrages. C'est grosso modo, c'est l'essentiel de la production hydroélectrique. C'est 90% de la production hydroélectrique en Suisse. Et puis on a tout ce qui concerne les barrages au fil de l'eau. Donc là, ce sont également des turbines, mais c'est le même principe que les éoliennes. Donc on met une turbine dans une rivière ou dans un canal, et puis donc l'écoulement d'eau fait tourner la turbine, de même que le vent fait tourner une éolienne. Donc, ce sont des ouvrages qui sont beaucoup plus simples à concevoir. Le rendement, évidemment, énergétique n'est pas du tout le même, mais l'avantage, c'est qu'on peut en mettre de partout. Donc, souvent, on appelle ça de petite hydraulique. Alors, ce n'est pas péjoratif, mais c'est juste que les ouvrages sont relativement petits. Et on peut avoir une petite, si vous avez à côté de chez vous une rivière, on peut l'équiper afin de produire localement de l'électricité à partir juste d'un petit écoulement d'eau. Dans notre pays, c'est la première source d'énergie. À quand cela remonte-t-il ? L'utilisation de l'eau, du point de vue mécanique, est relativement ancienne. Pour l'Occident, on a la même chose en Chine, mais je connais beaucoup moins ce qui se passe en Chine, ce qui s'est passé en Chine. Alors pour l'Occident, on a les premiers débuts en fait d'utilisation de l'eau à des fins énergétiques, c'est dans le haut Moyen-Âge, donc à partir du XIe siècle. Le principe des moulins à eau est connu depuis l'Antiquité, de même que des barrages. Donc on a des barrages qui ont été construits, mais essentiellement à des fins d'irrigation et de stockage de l'eau. On a des exemples de moulins à eau en Italie sous l'époque romaine, mais ça n'a jamais été diffusé. Alors, sans doute que la main-d'œuvre servile était largement suffisante. Au Haut Moyen-Âge, on n'a plus une disponibilité d'une main-d'œuvre abondante et servile, donc il a bien fallu trouver d'autres sources d'énergie, et on voit se diffuser, mais c'est vraiment, il faut imaginer qu'au kilomètre carré, il y avait plusieurs moulins à eau.
massivement donc l'emploi de l'eau pour donc ça peut être pour moudre le grain dans le sud, pour presser l'huile d'olive, pour fouler la laine, après pour la métallurgie. Et donc ça prend son essor progressivement. Donc c'est un peu les prémices de la révolution industrielle. On a également les premiers exemples de développement de sociétés capitalistiques dans la région de Toulouse à partir du XIIe siècle. Donc c'est vraiment, on voit apparaître une économie qui est centrée sur la ressource en eau et capter cette eau. Donc il va falloir gérer l'eau, il va falloir construire des ouvrages. Et également, qui dit captation d'eau, dit premier conflit d'usage de l'eau. Donc ça, on peut dire que la révolution industrielle apparaît avant qu'on puisse maîtriser les machines à vapeur au XVIIIe, XIXe siècle, parce qu'on a su maîtriser donc cette énergie. Oui, donc c'est une énergie fondamentale pour expliquer même l'évolution de notre économie et de nos sociétés, au fond. Je pense que l'innovation majeure apparaît à la fin du XIXe siècle, quand on se rend compte qu'on peut produire de l'électricité à partir de l'eau. Et donc là, on a plusieurs essais. C'est pas uniquement un seul pays. On a donc l'idée qui apparaît dans plusieurs pays, en Angleterre, en Suisse, en France. Mais on a l'exemple dans la région grenobloise d'Aristide Bergès, qui crée en fait une chute d'eau. Il capte sur 1000 mètres de différentes altitudes de l'eau. Il passe une turbine au pied de cette conduite forcée et il produit de l'électricité pour alimenter une papeterie. Et donc là, c'est 1800, on va dire 1870. Et donc lui crée également le terme houille blanche. Donc les Français étaient relativement dépourvus de charbon de qualité et puis en abondance par rapport aux Anglais ou par rapport aux Belges. Et donc là, la houille blanche pour les Français, mais également pour les Suisses, ils sont exactement dans la même situation, sera une innovation majeure. En Suisse, ça prend tout de suite une proportion relativement importante. Donc on a, dans cette fin du XIXe siècle, la création de l'énergie hydroélectrique va générer une importante activité à la fois industrielle. Donc c'est la création de Brown et Boveri qui est devenu maintenant ABB, donc qui est quand même un géant industriel suisse. Mais également, alors il n'y a pas uniquement la partie hydroélectricité, mais les deux grandes banques, donc Crédit Suisse et Union des banques suisses, UBS, sont créées et vont prendre donc des parts dans les actions de sociétés qui vont justement créer les premières usines de production d'électricité. Et là, à l'époque, il y a deux gros chantiers. C'est donc l'électricité pour la partie industrielle, donc il n'y a pas encore d'électricité domestique, mais également pour les lignes de chemin de fer, puisqu'on a commencé assez rapidement à essayer d'électrifier les lignes de chemin de fer. Et donc c'est la raison pour laquelle, historiquement, en Suisse, l'hydroélectricité apparaît très rapidement. Et c'est, même à l'heure actuelle, c'est à peu près 60% de la production d'électricité. Donc ça reste vraiment un pilier de l'industrie suisse. Et quels sont les atouts majeurs de cette énergie ? Il y en a plusieurs. D'une part, c'est une technologie qu'on maîtrise maintenant relativement bien, puisque ça fait donc, on va dire, en tout cas, en Occident, 1000 ans qu'on construit des barrages et des canaux. Le gros avantage qu'on a avec le nucléaire, c'est qu'on va pouvoir créer localement une usine qui va être capable de produire de grandes quantités d'électricité. Donc si on prend l'exemple de la dernière Nantes de Drance, on a une production, donc la puissance maximale instantanée, on est à 2000 gigawatts, donc c'est gigantesque, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire. Et l'avantage par rapport au nucléaire, c'est que le nucléaire, vous pouvez pas, c'est relativement compliqué à arrêter et à relancer. La production hydroélectrique, ça prend quelques minutes. C'est l'histoire de 5 minutes pour lancer une turbine ou l'arrêter. Alors, on ne peut pas arrêter brutalement, mais ça se fait relativement rapidement. Donc, en termes de sécurité, c'est quand même plus sûr que le nucléaire. On a donc, comme le nucléaire, la capacité de pouvoir fournir en un point donné et après de distribuer sur tout le réseau une quantité considérable d'énergie. Et le second élément extrêmement important, ça sera le stockage. Puisqu'on va pouvoir stocker de l'énergie, ce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc justement, parce que pour les grands barrages, c'est l'énergie potentielle, donc c'est le volume d'eau qu'on va stocker en altitude qui va servir à produire de l'électricité. Et donc là, on peut stocker l'énergie, par exemple, durant l'été où on a une demande moindre. Et puis également, donc, dans le système actuel où il y a une partie justement des périodes où il y a trop de production électrique, où il y a bien le prix de l'électricité qui chute. Donc il peut être avantageux d'acheter à bas prix de l'électricité et puis de la pomper. Donc ce qui se passe pour l'usine de Nantes-Drance où on va
la pompée du barrage d'Émosson, et puis on remonte de 400 mètres sur le barrage du vieux Émosson. Et donc, on l'achète grosso modo à un certain prix, et puis on va la returbiner. Alors, évidemment, il y a une perte énergétique dans le pompage, mais il suffit que le prix soit augmenté de 20 ou 25%, ce qui se fait couramment, pour qu'on puisse returbiner et que le producteur, l'exploitant, puisse gagner de l'argent sur cette opération-là. Vous l'avez dit, c'est une technologie qui est largement maîtrisée depuis pas mal d'années, voire de siècles maintenant. Mais est-ce qu'il y a encore des innovations possibles ? Alors quand on parle barrage, en fait c'est plusieurs corps de métier. Il y a, je dirais donc à l'amont, il y a la partie, donc ma partie, c'est la partie eau. Il faut donc arriver à prévoir, par exemple, les volumes d'eau qui vont arriver dans une retenue. Après, on a le problème de la structure, donc qui est un problème surtout de béton, donc là, le béton comme matériau, mais également après de tout ce qui sera canalisation. Donc également, il y a des aspects technologiques qui sont compliqués. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu un problème sur une conduite forcée sur le barrage de Cleuson-Dixence. Il y a eu donc une brèche qui s'est formée dans la canalisation. Il y a eu donc de l'eau qui s'est répandue. Donc il y a eu quelques morts, 4-5 morts. Mais c'est surtout, il a fallu arrêter l'usine pendant plusieurs années. Et donc le coût, c'est quelques milliards. Donc on est sur des technologies sensibles. Effectivement, toute erreur coûte relativement cher. Mais puis, ça, c'est de l'ordre de la réparation. Mais est-ce qu'on peut encore innover ? La perte de... c'est-à-dire qu'il y a un problème de conception. Mais c'est un problème de métallurgie, là. Donc, alors, je ne suis pas un métallurgiste, mais il y a l'énorme problème de corrosion de l'acier quand il est à très forte pression. C'est le même problème que pour beaucoup de systèmes, par exemple les sous-marins, qui sont soumis à très forte pression. Il y a des problèmes de corrosion. Donc là, il y a pour le métallurgiste, je pense que, alors je ne suis pas spécialiste du domaine, il y a peut-être encore des aspects matériaux sur lesquels on peut progresser. Et puis le troisième aspect, le troisième métier, c'est la conversion d'énergie, de passer l'énergie potentielle à une énergie électrique. Et donc là, c'est un problème d'électricien. Donc après, on a des problèmes essentiellement de turbines, de conversion d'électricité. Alors, il y a encore des petits aspects de mécanique des fluides, puisqu'on va essayer d'optimiser la forme, par exemple, des turbines. On va essayer d'éviter des problèmes de corrosion, qu'on appelle cavitation. Donc, c'est de l'explosion de petites bulles de gaz qui vont en fait piqueter la surface du métal et qui vont entraîner, ces problèmes-là entraînent en fait une usure de l'acier. Et après, donc, il faut changer la turbine. Alors, la turbine coûte très cher, mais à chaque fois qu'on fait ça, il faut arrêter pendant un certain temps l'usine. Et donc là, encore, il y a un coût chaque fois qu'on arrête une usine. L'essentiel maintenant est connu dans nos parties à nous. Du point de vue technologique, on n'espère rien de nouveau. On a par contre des problèmes qu'on maîtrise relativement mal. Donc c'est aussi une des raisons de mes thématiques de recherche. Donc, qui sera tout ce qui sera de gestion de la ressource en eau. Donc, on sait très mal gérer, prévoir les volumes en eau qui arrivent dans les retenues, ce qui peut se produire à l'aval des barrages. Où va l'eau ? Donc, l'eau ne suit pas forcément le fil de la rivière, elle va s'infiltrer, donc elle va alimenter des nappes ou pas. Donc, il y a d'énormes discussions et ça va prendre une acuité, je pense, encore plus importante maintenant à cause des problèmes de ressources en eau en Suisse, donc de périodes où il y a des communes où il manque d'eau. Et puis, on a le problème donc, du sédiment. Dès lors qu'on met un barrage sur un cours d'eau, on va à ce moment-là empêcher le sédiment de s'écouler. Donc là, une partie du sédiment se stocke. Donc au bout d'un moment, il va falloir draguer ce sédiment. Donc là encore, il y a un coût c'est relativement élevé. Et puis, après, il y a le problème du déficit de sédiments qui est situé donc à l'aval du barrage. Donc là encore, il y a de la recherche à faire pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour redonner en fait une dynamique au cours d'eau. À ce problème de gestion du sédiment s'est greffé un problème beaucoup plus général qu'on appelle de renaturation des cours d'eau. Donc au XIXe siècle, on a d'énormes campagnes de drainage des zones marécageuses. Donc ça concerne toute la plaine du Rhône dans le Valais, ça concerne les eaux du Jura. Donc pour maintenir donc les lacs à une certaine cote, pour drainer les terres afin de pouvoir récupérer des terrains agricoles. C'est sur la Lint, donc côté alémanique, donc là c'est début du 19e siècle. Donc on a vraiment d'énormes travaux qui ont été lancés en Suisse. Et donc le paysage tel qu'on le voit actuellement, il faut voir que c'est un paysage relativement récent. Donc si on devait se replonger juste 2 siècles en arrière, la plaine du Rhône par exemple serait totalement différente.
Ce sont là les problèmes, je dirais, les plus importants qu'on a. Donc, ça sera gestion de la ressource en eau, donc où va l'eau, où va le sédiment et comment essayer de redonner au cours d'eau un caractère plus naturel. Donc, on s'est rendu compte que l'action de l'homme, enfin, on a une vision très ingénieure au 19e siècle, où on a vu donc la rivière comme étant un corridor, donc il y a uniquement de l'eau qui s'écoulait, et qu'on pouvait facilement s'en servir pour transporter des marchandises, pour prendre de l'eau pour l'agriculture, ou bien pour créer de l'électricité. Mais donc on s'est rendu compte au fur et à mesure que les ouvrages qu'on créait avaient un impact relativement important sur la rivière à l'aval, également sur la qualité des eaux, sur les problèmes après qui ont repris maintenant depuis une trentaine d'années les problèmes écologiques, donc pour essayer de redonner par exemple à la rivière une qualité de vie qui permette par exemple la pisciculture, enfin, en tout cas que des poissons puissent y vivre. Donc là on a un changement, je dirais qu'à l'eau jusqu'à on va dire, les années 1970, c'est dans les rivières suisses, c'est essentiellement vu du point de vue de la production hydroélectrique et du transport de marchandises si on prend le Rhin. À partir on va dire, des années 1990, il y a vraiment un tournant où on essaye de voir la rivière comme étant un système, un écosystème beaucoup plus complet. Qui s'inscrit dans un environnement et qui a un impact justement sur cet environnement-là. Voilà, donc de voir, c'est souvent l'image que je donne à mes étudiants, c'est quand on demande ce que c'est qu'une forêt, les gens vous répondent ce sont des arbres, et on leur dit en poussant un peu la question, on dit oui mais il y a les animaux, il y a toutes les fougères, donc toute la végétation basse, il y a les champignons, etc. Donc ce qui est également dans le sol. Et donc on se rend compte que la forêt c'est un système beaucoup plus compliqué. Les rivières c'est exactement la même chose. Donc on voit la rivière uniquement l'eau de surface, comme les berges ont été aménagées, on a vraiment, effectivement c'est l'image d'un corridor, donc d'un joli couloir, alors qu'en fait une rivière naturelle, les berges sont souvent, on n'arrive pas à savoir où commence la rivière et où elle finit. Et puis on a donc l'eau qui va imprégner les sols, donc on a des communications avec ce qu'on appelle les nappes phréatiques ou les écoulements de surface, donc écoulements hyporéiques. Donc là, il y a des choses qu'on maîtrise, surtout dans le domaine suisse, où on a des pentes de partout et on a une granulométrie, donc l'hétérogénéité du sol est considérable. Donc il y a les cheminements d'eau qui sont beaucoup plus compliqués. Donc si on prend juste le canton, il y a très peu de nappes phréatiques, parce qu'on a un sol qui est surtout des dépôts glaciaires. Donc l'eau, elle s'infiltre et puis elle ressort très très loin et on n'arrive pas à la stocker. Ce qui n'est pas le cas si on prend les grandes plaines en Allemagne ou en France. Là, l'eau, on a une grande nappe phréatique, l'eau est souvent affleurante et donc là, ils ont d'autres problèmes ou d'autres avantages que nous, on n'a pas. En vous écoutant, on comprend bien qu'il y a encore pas mal de défis à relever. Quels effets le réchauffement climatique a-t-il sur l'énergie hydroélectrique ? Alors, pour l'instant, d'un point de vue purement financier, c'est plutôt une très bonne opération puisque les glaciers fondent. Donc, ça veut dire qu'on produit, les barrages se remplissent beaucoup mieux. Mais donc, c'est une vision évidemment financière et à court terme. L'autre aspect positif, c'est que les glaciers se retirant, ça veut dire qu'on va également avoir des endroits, donc c'est le cas à Zermatt, au niveau du glacier du Görner, donc les glaciers se retirant, on va pouvoir créer de nouveaux barrages. Mais c'est une vision effectivement, on va dire à l'horizon entre 2050 et 2100. On sait, donc il y a eu plusieurs études qui ont été conduites, qu'à partir de là, on va avoir pour une partie de la Suisse des périodes qui seront beaucoup plus sèches. Et donc, si on prend toujours l'exemple de Zermatt, la pluie sur Zermatt, c'est 700 mm de pluie sur l'année, ce qui est une valeur relativement moyenne. Ici, pour donner un ordre de grandeur, on est quasiment, c'est 1200, 1600 mm de pluie par an dans le Jura. Donc on est à, grosso modo 2 fois moins qu'ici, sur la partie ouest de la Suisse. Et donc, ce qui veut dire que les barrages se rempliront beaucoup moins. Plus ce qu'on voit cet hiver, donc qui est un hiver un peu particulier, mais on l'a déjà eu des hivers comme ça au cours du dernier siècle. Mais effectivement, la répétition d'hiver qu'on peut redouter, donc d'hiver où il y a peu de neige, donc cette neige-là servant après à alimenter les barrages, risque de poser à terme un problème sur la quantité d'eau qu'on va pouvoir donc stocker. Vous, quel avenir vous lui prédisez à cette énergie-là, Christophe Ancet ? Pour l'instant, alors je prêche pour ma paroisse, mais pour l'instant, d'un point de vue technologique, c'est la seule possibilité qu'on ait de stocker de grosses quantités d'énergie. Donc, alors,
peut-être qu'un jour, tout ce qui sera photovoltaïque, éolien, on sera capable de le relier par exemple à des piles d'hydrogène et pouvoir stocker facilement de l'énergie, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc pour l'instant, l'hydroélectricité, enfin les grands barrages sont la seule possibilité de faire cela. Donc je pense qu'il y a toujours un très grand intérêt. Et puis après, il y a l'avantage de la puissance. Hein. Donc si, ce qui est le cas pour la Suisse, l'Allemagne pour l'instant, si on arrête le nucléaire, la seule possibilité d'avoir de grosses capacités de production d'énergie, ça sera les grands barrages. Donc vous travaillez, Christophe Ancet, depuis pas mal d'années avec cet élément, l'eau, au plus près de cet élément-là, de sa force, de ses torrents, de ses crues, des rivières, vous nous en avez parlé. Quelle est selon vous la beauté toute particulière de cette énergie-là ? C'est une question difficile. Alors, je peux juste expliquer comment je suis arrivé à ce choix. Donc, à la base, je me disais plutôt à des études tout à fait autres vers l'histoire ou la philosophie. Après, quand je me suis rendu compte que c'était des métiers difficiles, condamnés, où il y avait peu de chances de trouver un emploi, je me suis orienté vers ce qui m'intéressait le plus. Et donc, à l'époque, donc 35 ans en arrière maintenant, la partie hydroélectricité, barrage, m'intéressait le plus pour différentes raisons. C'est déjà un métier, c'est toujours le cas, mais déjà à l'époque, c'est ce qui me semblait, c'est que c'est un métier relativement complet, où on voit, être ingénieur hydraulicien nécessite en fait d'avoir des compétences diverses, donc il faut un bon bagage en physique, mais également après bien connaître les aspects ouvrages, donc génie civil, bien connaître les aspects, parce qu'on travaille avec la nature, donc tout ce qui sera géologie, hydrologie, etc. Donc c'est vraiment un domaine complet. Ensuite, dans mon cas particulier, moi j'ai toujours trouvé, quand je visite une cathédrale ou quand on regarde il Duomo à Florence ou des ruines de temples grecs, il y a toujours une certaine beauté de ces grandes installations. Je dirais même le génie de l'homme quand on voit ces infrastructures. Et la visite d'un barrage, si on a l'occasion de visiter un grand barrage, ça vaut vraiment le coup. On a un aspect spectaculaire lié à la dimension des ouvrages, mais également après l'ingéniosité des ingénieurs qui ont conçu tout ça. Et donc là, il y a vraiment un côté spectaculaire qui, quand j'étais étudiant, m'a plu. Et l'énergie même de l'eau, telle que vous l'observez, est-ce qu'elle est contagieuse, vous diriez ? Ça, c'est une question encore plus difficile. Non, de la même façon que je suis fasciné par les cathédrales, il y a une beauté mathématique dans la mécanique des fluides. Donc quand on commence ces études, vous voyez énormément de matière, la chimie, la thermodynamique, etc., etc. Et puis il y a des matières pour lesquelles vous avez une affinité et puis d'autres vous n'avez pas d'affinité. Et moi j'en ai eu une pour la mécanique des fluides. Là encore, la Suisse, on peut parler de Bernoulli, de l'air, joue un rôle extrêmement important à partir du XVIIIe siècle. Et moi je trouve qu'il y a une beauté mathématique, donc d'arriver à des résultats relativement simples, sur des choses qui sont relativement compliquées. Donc ça, il y a une sorte de fascination. Vous retrouvez, on a dans les dessins de Léonard de Vinci, on a ces petits cartons où on essaie de représenter la turbulence, où on a des exemples de canaux, etc. Donc on sait que ça l'a beaucoup intéressé. Et on a, je pense, chez beaucoup de grands scientifiques du XXe siècle, le physicien Landau ou d'autres, on va retrouver également cet intérêt qu'ils ont eu pour la mécanique des fluides. Donc pour trouver c'est un peu les défis de l'époque, mais pour trouver des réponses à des problèmes, donc la turbulence par exemple, qui reste un problème relativement compliqué. Christophe Ancet, ingénieur hydraulicien, et vous enseignez donc à l'EPFL au laboratoire hydraulique environnemental. Un grand merci à vous. Oui, merci. C'était Aux sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des humanités de l'EPFL, réalisé avec l'aide de Yves Roulin. À bientôt, prochain épisode à suivre.